Bonjour à tous. C'est une vidéo très spéciale que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Très personnelle et en même temps qui devrait vous aider en tarot. Vous savez que des fois dans la vie, on rencontre des gens importants, des gens qui vont nous aider, nous accompagner, nous éclairer, nous propulser dans la vie. On n'en serait pas là aujourd'hui s'ils n'étaient pas apparus un jour au moment où on avait besoin. Et c'est de une de ces personnes dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un homme qui a été très important pour moi en tant que tarologue, mais en tant qu'être humain aussi. Son nom, c'est Chris Hadar et c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je publie cette vidéo le 1er janvier. Pour te dire, premièrement, Chris, bon anniversaire. Et la raison qui m'a amené à faire cette vidéo, ce sont mes étudiants. En passant, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel. J'enseigne le tarot maintenant depuis 20 ans, imaginez-vous. J'ai donné mon premier cours en 2005. Alors, il y a plusieurs de mes étudiants récemment dans un sondage, je leur demandais ce qu'ils aimeraient que je parle dans une conférence, dans une vidéo. C'était quoi les sujets que mes étudiants aimeraient que j'aborde? Je suis resté surpris. Il y avait beaucoup de mes étudiants qui ont demandé à ce que je leur parle de l'impact qu'a eu Chris Hadar sur moi, sur ma vie, sur ma pratique du tarot. Et après ça, je me suis dit, c'est vrai que je suis toujours en train de citer Chris dans mes cours. Encore là, il y a quelques jours, j'étais en train d'expliquer la position 3 dans un tirage en croix et Chris Hadar avait une notion que j'adore à propos de la position 3 dans un tirage en croix où il nous disait que c'était la vraie question du consultant. C'est la vraie raison pour laquelle la personne vient nous voir et pose une question. Et donc, j'utilisais ça pour apprendre le tarot à mes étudiants et donc, je mentionnais Chris, je disais que Chris Hadar avait établi cette idée et je la trouvais géniale, cette idée. Alors, c'est vrai que mes étudiants entendent souvent parler de Chris et je pense que c'est ça qui les a amenés à vouloir en connaître plus, à vouloir mieux comprendre l'impact et l'importance que Chris Hadar a eu pour moi. Alors, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux vous parler de son œuvre, je veux lui rendre hommage, je veux vous expliquer ce qu'il m'a apporté à moi en tant qu'être humain et en tant que tarologue, et en même temps vous guider dans son œuvre parce que si vous vous procurez ces livres, par exemple, bien, vous allez pouvoir y apprendre des choses extraordinaires que vous ne retrouverez pas ailleurs. Mais j'ai vraiment décidé de le faire, par exemple, dans une optique d'histoire personnelle. Je ne veux pas juste faire une liste des livres de Chris Hadar, je veux vous parler de la vraie histoire de ce qui s'est passé pour moi par rapport à cet homme important. Premièrement, on doit se reporter à mes 13 ans. Mon père fait du tarot. Il voit que je suis fasciné par le tarot et pour mes 13 ans, il a décidé de m'offrir son jeu de son vivant de me le léguer. Ce jeu, c'est le Grand Tarot Béline, qui est un jeu d'ailleurs encore édité aujourd'hui. Donc, mon père me donne ce Grand Tarot Béline et il me dit, ben, si tu veux, tu peux faire du tarot. Et le problème, c'est que je m'en étais pas rendu compte, évidemment, à cette époque-là, j'ai compris un peu plus tard, mais mon père était clairvoyant. Il était médium. Alors, pour lui, les cartes n'avaient pas une définition très fixe. Il tournait les cartes et il disait ce qui lui venait en tête. Et c'était le conseil qu'il m'avait donné à l'époque. Il m'avait dit, Sébastien, tu ouvres les cartes et tu dis ce que tu ressens. Le problème, c'est que je ne ressentais pas beaucoup de choses quand je tournais les cartes. Je n'avais pas l'impression de voir quelque chose ou d'entendre ou de ressentir quelque chose. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, de mon tout premier tirage pour une inconnue. C'était la mère d'un de mes amis d'école, hein, j'avais 13 ans, donc c'était la mère d'un de mes amis d'école qui avait entendu parler que je faisais du tarot. Cette femme-là, elle venait de se divorcer, elle avait rencontré un nouvel homme et elle voulait savoir comment ça allait évoluer avec son nouvel amant. Et moi, ben, je fais comme mon père m'a dit, je tourne les cartes et je vois rien et je ressens rien et je ne sais pas quoi dire. Alors, je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre.
Je lui ai dit qu'elle allait être heureuse, qu'elle allait se remarier, qu'ils allaient avoir beaucoup d'enfants, le conte de fées, etc. Le problème, c'est que une semaine plus tard, ils étaient séparés. Alors, ça a comme été un échec, mais monumental, monumental. Et, et je me suis dit, je ne suis pas fait pour le tarot. Je suis tout simplement pas comme mon père, je ne suis pas capable comme mon père de lire le tarot. Et mon père s'en est aperçu. Et quand il s'en est aperçu, on a eu une discussion. Et là, il me dit, Sébastien, il y a deux façons de lire le tarot au fond dans la vie. Il y a des gens comme moi qui ont cette espèce de don de clairvoyance, ils tournent les cartes, ils ont des images qui apparaissent et ils les racontent. Et il y a des gens qui apprennent ce qu'on pourrait appeler vraiment la tarologie, la grammaire du tarot. Il y a des gens qui vont apprendre, autrement dit, à lire le tarot comme on apprendrait une langue étrangère, en apprenant les mots, la conjugaison, la façon de faire des phrases et tout. Alors, il a décidé de venir avec moi à Joliette. Là, je suis originaire de la région de la Nodière au Québec. Donc, il a décidé de venir avec moi à Joliette pour aller dans la boutique ésotérique de cette ville. Il y avait une boutique ésotérique quand j'étais adolescent. Alors, on va dans cette boutique ésotérique et on entre et on parle au commis et on lui dit, je veux apprendre à lire le tarot, mais la tarologie, les codes du tarot, la grammaire du tarot. Et éventuellement, après plusieurs discussions, même le propriétaire s'en est mêlé, le propriétaire est intervenu et le propriétaire, il a dit, je vais te donner un livre, je vais te proposer un livre. Ça s'appelle Le Grand Livre du Tarot de Chris Adam. Le propriétaire, il m'a dit, ce livre-là, il est complexe, mais je te vois comme un jeune homme motivé et sérieux. Et si tu passes au travers de ce livre-là, si tu l'apprends vraiment, tu es un tarologue professionnel. Alors j'ai dit, parfait, c'est exactement ce que je veux, c'est ce que je veux. Je veux être un tarologue professionnel, même si c'est complexe, je vais passer au travers, je vais l'apprendre. Et là, j'ai découvert dans ce livre-là quelque chose d'extraordinaire qui n'existe dans aucun autre livre de tarot. J'ai découvert un auteur qui m'apprend la vraie grammaire. Quand il me parle d'une carte, il ne fait pas juste dire ah, le battleur, ça veut dire démarrer. Non, non, non. Il m'explique pourquoi le battleur veut dire le démarrage. Il me dit, regarde, c'est la première carte du tarot. On ne sait pas si le battleur va s'en aller jusqu'au monde. On ne sait pas encore s'il va aller jusqu'à l'accomplissement final. Regarde sur la carte du battleur, il y a une table. On a commencé à la dessiner. On voit le début de la table, mais on ne voit pas la fin de la table. C'est pour ça que le battleur montre quelque chose qui débute, mais on ne sait pas où ça va se terminer. Je trouve quelqu'un qui littéralement m'explique les vraies définitions des cartes. Mais j'ai aussi quelqu'un qui ne me dit pas simplement tire trois cartes et essaie d'interpréter ça. Non, j'ai quelqu'un qui me donne une structure. Il me dit il y a des positions dans chacun des tirages. Et si tu comprends les positions, bien, quand tu vas poser une carte, elle va vouloir dire quelque chose de très précis parce qu'elle est dans cette position. J'ai aussi un auteur qui commence à me donner des conseils sur le type de table que je devrais utiliser, le type de décor que je pourrais avoir, comment on mélange les cartes. Il n'y a jamais personne qui parle de ça. Tout le monde, c'est toujours tire trois cartes et puis dis qu'est-ce que tu en penses. Là, j'ai un livre sérieux qui me dit, regarde, mélange les cartes de telle et telle façon. Les cartes veulent dire telle et telle chose. Les positions sont importantes, la structure du tirage sont importantes. Il y a des méthodes de lecture. Même si tu n'as aucun don de clairvoyance ou de médiumnité, si tu suis ma méthode pas à pas, tu peux faire du tarot professionnel. Et c'est vrai, et c'est vrai. J'ai vraiment, uniquement avec un seul livre, j'étais tout d'un coup capable de lire du tarot, même pour des inconnus. Évidemment, je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à être un espèce de passionné de Cressadar parce que là, son ouvrage était tellement aidant, tellement pédagogique. Pour la première fois, quelqu'un me donnait vraiment ce que j'avais de besoin. Donc, j'ai voulu lire ses autres livres. Le deuxième livre que j'ai trouvé, c'est celui que je tiens actuellement dans les mains qui s'appelle Le livre du tarot, la clé de votre évolution.
Dans le livre du tarot, La clé de votre évolution, pour la première fois, c'est un livre qui est consacré presque entièrement aux 22 arcanes majeures, leur définition et ce qu'elles veulent dire. Il n'y a pas vraiment de tirage dans celui-là, mais c'est la philosophie complète des cartes. Là, tout d'un coup, je lis ce livre-là et je comprends que la gauche de la carte a une signification, que la droite de la carte a une signification, que la direction du regard a une signification. Je commence à comprendre vraiment, vraiment la totalité des couleurs, des détails, du graphisme, d'où vient la carte, où est-ce qu'elle va. Ce livre-là, mes chers amis, je vous le recommande chaudement. À mon avis, c'est le meilleur livre en tarot qui a été écrit pour comprendre la substance réelle des 22 arcanes majeures. Après avoir lu un livre comme ça, vous n'avez plus à apprendre des définitions et des mots-clés par cœur. Vous comprenez les cartes. Voilà ce que m'a apporté ce livre-là. Hein, la question de mes étudiants, c'est que t'a apporté l'œuvre de Cressadar? Eh bien, le grand livre du tarot, ça m'a apporté une lecture professionnelle sans don de voyance. Et le livre du tarot, La clé de votre évolution, ça m'a apporté la compréhension véritable des cartes. Et là, je vous dis, là, ce livre-là, il est plus difficile à trouver, mais restez connectés, restez en ligne, parce que je vais vous montrer qu'en fait, vous allez pouvoir le trouver sous une autre forme. Ça ne sera pas très, très long. Mais avant, parce que j'ai promis que j'allais vous parler de Cressadar au travers d'une histoire, je veux que je vous en parle en ordre chronologique. Parce que après avoir lu le tarot, là, j'étais encore adolescent, et après avoir lu le tarot, je me suis rendu compte qu'il avait aussi écrit des livres sur la numérologie du tarot. Non pas la numérologie à 9 nombres. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, la numérologie à 9 nombres, je l'ai essayé. Ça ne m'a pas convaincu énormément. Je je me reconnaissais pas beaucoup dans la numérologie à 9 nombres. Et quand je me reconnaissais, j'avais l'impression que c'était parfois souvent général ce qu'on en disait. J'avais mis un peu la numérologie de côté. Mais là, tout d'un coup, je me rends compte que mon auteur préféré a écrit des livres et c'est pas la même numérologie que celle que je connaissais. C'est pas une numérologie à 9 nombres, c'est une numérologie à 22 nombres. Et dans la numérologie à 22 nombres, les nombres sont aussi des images parce qu'elles équivalent aux cartes du tarot, ce qui fait que quand je regarde une date de naissance, je peux carrément mettre les cartes sur la table. Moi, par exemple, je suis né le 11 février. Donc, le 11, c'est l'équivalent de la carte de la force. Et le mois de février, c'est l'équivalent de la papesse. Fait que si je veux mieux comprendre mon jour en numérologie, je peux penser au 11, mais je peux aussi regarder l'image de la force. Quand j'essaie de comprendre le mois de février, je peux apprendre le 2 et ses définitions, mais je peux aussi regarder simplement la carte de la papesse. Je venais de découvrir une numérologie qui était visuelle, une numérologie qui était riche, une numérologie qui était nuancée, une numérologie qui me correspondait vraiment, qui me décrivait vraiment. Et en plus, j'avais cette numérologie où je pouvais utiliser les cartes du tarot pour la faire. Alors là, il y a eu comme, j'ai acquis 4 livres. Le premier, tout simplement, la numérologie à 22 nombres, la connaissance de l'être. Eh bien, ça me montrait comment interpréter la date de naissance pour un adulte, ce que Cressadar appelle le miroir, et de comprendre au fond vraiment la personnalité, la mission de vie sur Terre, ce type de choses-là. Par la suite, je me suis procuré la numérologie à 22 nombres, l'enfance, et là, dans ça, je pouvais comprendre les relations avec mon père, les relations avec ma mère, ma phase adolescente. Tout à coup, je comprenais un peu comment j'en étais arrivé. Et en plus, quand je l'ai lu, j'étais encore adolescent. Donc, pour moi, c'était super, super parlant parce que là, j'étais vraiment dans une situation où je reconnaissais mes relations parentales, l'influence que ça avait, comment j'étais avec mes amis et tout. Donc, c'était super intéressant. J'ai découvert un peu plus tard 2 autres livres, La numérologie du caractère, clé de la connaissance de soi, et le livre de la numérologie. Alors, ça, c'est au fond le même livre, mais chez 2 auteurs différents. Pas, excusez-moi, pas 2 auteurs, 2 éditeurs. Donc, c'est le même auteur, mais 2 éditeurs différents. Et dans ces livres-là, ce que j'étais particulièrement
content de comprendre, c'est que là, je découvrais aussi qu'on pouvait faire de l'événementiel avec la numérologie. Chris Hadar montrait comment on pouvait calculer nos cycles annuels, l'énergie qu'on allait traverser année après année. Je le découvrais au travers de ça. Je découvrais aussi des trucs comme le calcul du couple. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux en couple, quel type de partenaire on a besoin pour être heureux en couple. Alors, c'était des données supplémentaires en numérologie qui étaient vraiment, vraiment très intéressantes et très fondamentales. Et il y a eu aussi une autre version que j'ai ici. Alors, vous voyez, Chris Hadar, la connaissance de soi et des autres. Alors, dans ça aussi, on retrouvait cette version du couple, les calculs du couple et les cycles événementiels. Là, ça me permettait d'avoir une numérologie. Je pouvais faire ça presque sur un coin de table. La numérologie, c'est pas compliqué. Je pouvais prendre simplement une feuille de papier, un crayon. J'étais capable, avec tous les livres que je vous ai montrés, de révéler la mission de vie d'une personne, la personnalité d'une personne, la structure de son âme et même de lui parler des défis qui s'en venaient pour elle cette année, l'année prochaine, d'analyser son couple. C'est ce que j'ai été chercher dans les livres de numérologie. Et un jour, ben, je me suis même rendu compte que Chris Hadar avait produit des cassettes VHS. Alors, vous comprenez que je suis quand même vieux, puisque j'ai connu les cassettes VHS. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça serait un peu l'équivalent aujourd'hui du streaming ou peut-être d'un Blu-ray, d'un disque 4K. En fait, c'est une grosse cassette, mais sur laquelle on enregistrait une vidéo. Et ça, j'étais tellement content parce que pour la première fois dans ma vie, je voyais et entendais cet auteur que je lisais maintenant depuis plusieurs années, mais que je n'avais jamais vu bouger visuellement, je ne l'avais jamais entendu parler, je l'avais toujours lu au travers de ses livres. Et là, ben, il y avait le tirage astrologique et le tirage thématique où je pouvais voir le maître à l'œuvre, le maître me parle et il exécute un tirage devant moi et il interprète un tirage devant moi. Alors, ça a été évidemment un plaisir immense de pouvoir découvrir ça. Ce que j'ai aussi découvert à la fin de l'adolescence, c'est que Chris Hadar avait en plus travaillé sur un jeu de tarot, une restauration du tarot, parce que les tarots qui étaient disponibles dans les années 90, ce n'étaient pas des tarots qui étaient très, très fidèles à l'origine. Et Chris a décidé à un certain moment de sa vie de partir du tarot de Grimaud, mais d'essayer de le rendre beaucoup plus fidèle à l'original, d'essayer de retrouver les éléments manquants. C'est grâce à Chris Hadar, par exemple, qu'on a découvert que la papesse avait une lumière jaune qui venait du haut du ciel et qui entrait dans sa couronne. C'est carrément, c'est Chris dans ses recherches qui a découvert ça. Ça a pris des années avant que les historiens du tarot s'en rendent compte. Ça a peut-être pris 10 à 15 ans avant que les historiens du tarot s'en rendent compte. Chris Hadar l'avait déjà démontré et publié dans les années 90. C'est aussi lui le premier qui a montré que dans les ailes de chauve-souris du diable, en fait, se cachait sa torche. Il y avait la flamme qui sortait de sa torche. C'est un détail qui s'était perdu au fil du temps. Ça a été très, très long avant que les historiens se rendent compte de ça. Chris Hadar avait déjà retrouvé. Donc là, j'avais le plaisir d'utiliser. J'ai les deux éditions là, en main parce que la première édition la plus ancienne, c'est celle-là ici, et la deuxième édition la plus récente, c'est celle-là. Donc, c'est deux fois le même jeu. C'est simplement une édition, un boîtier qui est différent, mais c'est le même jeu. Alors, dans ce véritable tarot de Marseille restauré, j'avais le plaisir pour la première fois de trouver les cartes avec vraiment des détails originaux, restaurés. Ça a été, dans mes lectures, un plaisir tellement, tellement grand. Alors là, la prochaine étape, c'est que moi, j'habite la Nodière. J'habite dans la grande région de Joliette. Et on est à une époque où il n'y a pas d'Internet. On ne peut pas suivre de cours à distance, là. La seule façon de suivre un cours, c'est d'être en personne. Ben, la magie va se produire parce que je dois déménager à Montréal. J'ai 20 ans, 21 ans, je dois déménager à Montréal. Et pour mes études, parce que je m'en viens à l'Université de Montréal, donc je dois déménager à Montréal pour mes études et Chris Hadar enseigne à Montréal. Alors évidemment, quand j'arrive à Montréal, eh bien, je prends le téléphone
Et j'appelle cet homme dont je reconnais la voix parce que je l'avais entendu sur les VHS, sur les cassettes VHS, je reconnais la voix souriante, la voix enthousiaste, la voix de sagesse aussi, une sagesse rieuse. Chris Hadar m'a toujours fasciné parce il est probablement l'homme le plus intelligent, l'homme avec la plus grande culture de tarot que j'ai rencontré, mais en même temps, c'est toujours le sourire aux lèvres. C'est toujours l'anecdote, la blague, l'humour. On ne se prend pas au sérieux. On s'amuse. On apprend le tarot de façon très profonde, mais on s'amuse. Et là, ben, il me répond au téléphone. Il me dit, oui, j'enseigne à tous les soirs. Moi, je regarde mon horaire à l'université. Oui, je serais capable de partir à la fin de mes cours à l'université pour m'en aller sur le plateau Mont-Royal, pas très loin d'où est-ce que Chris enseignait sur la rue Saint-Denis. Et donc, je commence à suivre les cours. Et je découvre un homme qui est d'une générosité exceptionnelle. Je suis étudiant, mes moyens financiers sont limités. Je ne suis pas capable de me payer plus qu'un cours par semaine. Chris vient me voir. Il me dit, Sébastien, je vois que tu écris beaucoup. Tu es quelqu'un qui semble ordonné et tout. J'aurais envie de te proposer un marché. Si tu veux m'aider à transcrire mes cours par écrit, je t'offre mes enseignements gratuits. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'étais tellement heureux ce soir-là quand il me l'a proposé. Je veux dire, pour moi, c'était même pas un travail. Je pouvais rédiger ce que mon maître a pensé, me donnait comme ça. C'était un honneur pour moi de pouvoir participer à l'écriture et je pouvais maintenant suivre mes formations gratuitement pour cet échange qui n'était même pas un travail pour moi. Alors, j'ai commencé à aller suivre les cours du lundi au vendredi. 5 soirs par semaine. Je finissais mes cours à l'université et le soir, je m'en allais poursuivre les cours avec Chris Hadar. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Évidemment, je peux pas vous montrer visuellement ce qu'est de prendre un cours avec Chris Hadar. Je peux juste vous le raconter. Mais euh, quand j'ai travaillé et aidé Chris Hadar, ben, ce qu'il produisait, c'est ce qu'on appelait les cours forums de Chris Hadar. Là, j'ai des livres de numérologie. Donc, tout ça, là, vous voyez là, comment c'est épais, là? Tout ça, là, ça, c'est juste numérologie 1 et 2. C'est la traduction des cours que donnait Chris Hadar en direct à son école de Montréal et qui a été traduit pour pouvoir être lu par quelqu'un qui ne pouvait pas assister en direct. Et ça, c'est juste numérologie 1 et 2. Il y avait 4 niveaux en numérologie et il y avait 4 niveaux en tarot. Alors, imaginez là, l'épaisseur là, que ça prend. Je voulais vous le montrer pour que vous ayez une idée. C'est immense. Pourquoi est-ce que c'est immense? Parce que, parce que Chris Hadar n'a jamais donné 2 fois le même cours en plus de 20 ans. Parce que Chris Hadar est un puits de connaissances absolument incroyable. Parce que Chris Hadar connaît le tarot et la numérologie comme personne. Et quand on allait au cours, tous les étudiants étaient souriants, tous les étudiants étaient enthousiastes. On avait tous eu notre journée de travail, dans mon cas, une journée d'études. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on avait 3 heures d'émerveillement avec Chris Hadar. On apprenait des choses, on le voyait interpréter. Euh, des fois, il nous racontait des trucs qui étaient des trucs historiques. Des fois, il nous racontait des trucs qui étaient des trucs politiques. Des fois, il parlait de choses scientifiques. Il n'y avait pas juste du tarot puis de la numérologie. Non, 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 il y avait des connaissances sur tout. Chris Hadar disait souvent dans ses cours, un bon tarologue est quelqu'un qui doit lire les journaux. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'un bon tarologue doit connaître beaucoup de détails sur beaucoup de sujets, parce qu'un bon tarologue va recevoir des avocats, un bon tarologue va recevoir des pilotes d'avion, un bon tarologue va recevoir des politiciennes. Ben, si le tarologue veut pouvoir répondre à la politicienne, au pilote d'avion et à l'avocate, ben, il doit en connaître un peu sur tout ça. Alors, Chris Hadar, il était, mais stupéfiant parce qu'il y avait cette connaissance livresque du tarot, de la numérologie, mais il y avait aussi une connaissance sur plein, plein d'autres sujets. Moi, je l'ai entendu nous parler de la botanique. Je veux dire, c'est quelqu'un qui tout à coup se mettait à parler de botanique et jardinage et il s'y connaissait. C'était c'est difficile à décrire, mais j'ai passé quelques années merveilleuses dans cette salle de classe. C'est durant cette période-là que j'ai découvert son livre, Le tirage en croix du tarot. Dans le tirage en croix du tarot, c'est le meilleur livre à avoir été écrit pour apprendre le tirage en croix. Il vous permet d'apprendre le tirage en croix
partez d'un tirage à 4 cartes, vous allez jusqu'à un tirage à 10 cartes, même 18 si vous utilisez les additions. En tous les cas, c'est un ouvrage qui est fort bien fait, c'est un ouvrage qui est progressif et qui dévoile entre autres une technique très, 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 très stupéfiante qui s'appelle le retournement de jeu. Cressadar montre dans cet ouvrage comment on peut presque mettre un miroir sur le tirage en croix et faire en sorte que le tirage en croix qui parlait de notre consultant face à une autre personne, tout à coup, ce tirage en croix peut se transformer dans le tirage de l'autre personne ou de l'autre sujet. Et ça fait partie des techniques professionnelles avancées que Cressadar a révélées. Alors évidemment, à l'époque, j'étais super content, ça m'apportait la matière. Et vous vous souvenez tout à l'heure que je vous avais dit que je vous remontrerai un livre que j'avais beaucoup aimé sous une autre édition plus facilement disponible. Le voilà, mon premier livre de tarot. Dans mon premier livre de tarot, j'ai eu le plaisir de retrouver la matière sur chacune des cartes dont je vous ai parlé plus tôt quand je vous disais que maintenant je comprenais complètement toutes les couleurs, tous les détails, la grammaire exacte du tarot, pourquoi un arcane regarde dans une direction, pourquoi un autre arcane regarde dans une autre direction. J'avais le plaisir de retrouver le contenu de ce livre-là, mais adapté au tarot restauré, adapté au jeu que je vous ai montré il y a quelques minutes. Alors là, c'était vraiment la grammaire la plus profonde et la plus authentique du tarot que je pouvais trouver. Mais il y a une autre raison pour laquelle je suis tombé amoureux de ce livre-là, et ce sont les tableaux. Il y a des tableaux d'interprétation dans ce livre-là, où est-ce que les 22 cartes du tarot sont vues dans leurs essences, mais sont aussi vues sur leur angle psychologique, les gestes et les actions que la carte pose, la situation que la carte décrit et les événements que la carte peut annoncer, autant à l'endroit qu'à l'envers. Mes chers amis, je n'ai jamais trouvé, et j'en ai lu là, des livres de tarot, je dois avoir lu au moins 300 livres de tarot, je n'ai jamais trouvé de tableau aussi bien fait pour lire le tarot, pour apprendre à lire le tarot dans un véritable tirage. Je n'ai jamais trouvé des tableaux aussi bien faits dans d'autres livres. Je vais même faire une confidence. Je suis jaloux parce que je voudrais pouvoir avoir créé ces tableaux. J'aimerais que ces tableaux soient dans mes livres, mais ils ne sont pas dans mes livres. Ils sont dans les livres de Cressadar. Ils sont particulièrement dans mon premier livre de tarot et dans celui que je vous ai montré pour le tirage en croix. Alors, ils sont particulièrement dans ces livres-là et ils sont géniaux. Ils sont tellement, tellement bien faits. J'ai rarement vu quelqu'un dans le tarot capable de décrire en peu de mots l'essence véritable d'une carte et de sa manière d'être interprétée dans un tirage. Chapeau, Chris, parce que pour pouvoir créer des tableaux comme ça, tu as eu besoin de toute ta carrière, tu as eu besoin de toute ton expérience et tu as eu besoin, je vais le dire, de ton génie, parce que c'est du génie pour arriver à faire ça. C'est incroyable. Procurez-vous le livre, ne serait-ce que pour ces tableaux. Et, et maintenant, ben, malheureusement, j'arrive à un événement plus malheureux. Ça faisait quelques années, un peu moins de 2 ans, je faisais les cours à tous les soirs et j'avais été chercher tout le matériel. Et un soir, Chris nous a annoncé que c'était sa dernière séance. Il ne serait pas là la semaine suivante. Il venait de recevoir une très, très mauvaise nouvelle en termes de santé. Euh, pour le respect que j'ai pour Chris, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est sa vie personnelle, mais il faut savoir que Chris Hadar a été touché très jeune par une maladie dégénérative. Et les médecins lui ont dit, tu ne donnes plus aucun autre cours, là. C'est terminé. Parce que si tu donnes un autre cours, tu vas te retrouver en chaise roulante ou même pire. Alors, ça a été un moment très, très, très bouleversant pour moi. Premièrement, c'était un professeur dont je voulais aller chercher encore tellement d'autres matières, mais c'était aussi devenu un ami. C'était un collègue, je travaillais avec lui pour écrire, pour traduire ses cours en écrit, et c'était devenu un ami, c'était quelqu'un que je côtoyais dans les cours, mais même en dehors de nos rencontres d'enseignement. Alors, j'étais très, très triste. Une retraite forcée,
Une retraite forcée qui a retiré quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire, beaucoup plus de choses à dire que ce qu'il a eu l'occasion d'en dire et beaucoup plus d'enseignements à donner que ce qu'il a eu l'occasion d'enseigner. Je le sais parce que je continue de discuter avec Chris. C'est un ami. Je garde une relation, une belle relation avec lui. J'ai des conversations de temps en temps. Et Chris me le dit souvent. Il me dit, je vais mourir. Je vais mourir et il y a une partie de mon œuvre qui va rester dans l'ombre. Je n'ai pas pu enseigner toutes mes recherches et toutes mes découvertes et ça, c'est quelque chose qui a été très malheureux. Et je vais rester sur une note un peu plus difficile parce que il se trouve que quand Chris a pris sa retraite forcée, moi, j'ai terminé mes études et j'ai traversé une période sombre de ma vie. Je ne me faisais pas assez confiance pour pouvoir vivre de ma passion. Et j'ai cru que je devais faire comme tout le monde et aller travailler dans un milieu plus traditionnel. Je me suis retrouvé dans les banques et il n'y a rien de mal à travailler dans une banque, mais pour moi, ce n'était vraiment pas la bonne place. Pour moi, ça ne convenait vraiment pas. Et au fil des années, j'ai fini par faire une dépression et un épuisement professionnel. J'ai été en arrêt de travail pendant un peu plus d'une année. Et quand j'ai fini par me relever de cette dépression, quand j'ai fini par aller mieux, j'ai pris une décision. J'ai pris la décision que je ne laisserai plus jamais le travail venir ruiner ma vie et ma santé, mais que j'allais choisir un métier que j'aime. Un métier qui ne sera peut-être pas vraiment payant, un métier qui ne sera peut-être pas vraiment sécuritaire, mais j'ai décidé que j'allais faire comme mon modèle, comme mon père spirituel, Chris Hadar, et que j'allais vivre du tarot. Alors, j'ai commencé à donner des consultations à temps plein et j'ai commencé à enseigner. Et j'étais limité dans ce que je pouvais enseigner parce que la grande majorité de ce que je connaissais, c'était la méthode Cressadar. C'est quelque chose qui est sous droit d'auteur. Je ne peux pas me retourner et simplement dire j'enseigne les méthodes de Cressadar, ça ne m'appartient pas. Donc, j'étais assez limité. J'essayais d'enseigner uniquement ce que moi j'avais développé sur un plan personnel. Et un jour, j'ai un appel de mon ami Chris qui me dit, je veux venir te voir à ton appartement à Montréal. Et je suis très, très content de ça, mais je ne sais pas exactement pourquoi il va se déplacer parce que quand même, je sais qu'avec sa santé, ce n'est pas évident. Alors, comment ça se fait qu'il veut se déplacer? Il vient me voir à mon appartement. Ma conjointe est là. Une de mes grandes amies, Gabrielle, est présente aussi. Il se trouve que Gabrielle, c'est une étudiante de Chris, donc elle était contente aussi de le voir et de pouvoir passer une soirée avec lui. Et tout d'un coup, durant la soirée, Chris se tourne vers moi et il me dit, Sébastien, je sais que tu as décidé d'essayer de vivre à temps plein du tarot. Je sais que tu donnes des consultations et je sais que tu donnes quelques petits cours, mais que tu es très limité. Alors, je veux qu'on discute ensemble pour que tu puisses enseigner mes méthodes. Je veux qu'on discute ensemble pour que tu puisses enseigner la numérologie du tarot, la numérologie à 22 nombres, et que tu puisses enseigner ma version du tirage en croix, du tirage astrologique, autrement dit mes méthodes. Je m'excuse, je suis un peu émotif. C'est important parce que par cet acte de générosité, Cressadar m'a permis de ne pas revenir vers la dépression. Il m'a permis de ne pas revenir vers la banque. Il m'a permis de prendre mon envol. Il m'a permis de pouvoir vivre à temps plein en me permettant d'enseigner ces méthodes. J'avais besoin de ça pour pouvoir débuter sans enfreindre les règles du droit d'auteur. J'avais besoin de ça pour ne pas remettre les pieds dans la banque. Alors, ce geste de générosité, il a permis que j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui. Je me souviens que ce soir-là, quand Chris est parti, Gabriel est venu me voir pour me dire, tu sais, Sébastien, qu'il n'a jamais autorisé personne d'autre à le faire. Tu sais que tu es le seul et l'unique qui l'a autorisé à enseigner ces méthodes. Alors, ça a été une marque de confiance, une marque d'amitié et un legs extraordinaire que Chris Hadar a permis. Il savait qu'il ne pourrait plus enseigner et il m'a permis de reprendre le flambeau. Au fil du temps, évidemment, j'ai développé des choses qui sont
plus personnel à moi. On a tous un style, on a tous une manière d'être. Mais j'avais besoin de pouvoir faire plusieurs années avant de développer quelque chose qui est vraiment un style personnel à moi. Et dans ces années-là, le leg de Chris m'a permis de ne pas retourner à la dépression et de plutôt voler vers ma passion. J'aurais jamais de mots réellement pour montrer la reconnaissance que j'ai envers le geste qu'il a posé. Et au fil du temps, ben voilà qu'un retour inattendu se produit. La santé s'améliore et Chris est en mesure de revenir alors que je ne l'attendais plus, alors que personne ne l'attendait de nouveau. On croyait que c'était terminé et Chris revient avec un ouvrage sur le tirage astrologique du tarot. De la même façon qu'il avait publié à l'époque où il travaillait encore, qu'il avait publié le tirage en croix, eh bien, il a réussi à trouver la force physique et la force morale pour publier le tirage astrologique professionnel, dans lequel vous trouvez des méthodes qui n'appartiennent qu'à lui, qu'il a créées par son génie, par ses capacités extraordinaires, entre autres qu'on appelle les mini-jeux, qui est probablement la technique la plus fascinante que j'ai vue dans le monde du tarot à propos du tirage astrologique et qui permet de devenir, mais d'une précision de lecture presque inquiétante. Je pense que même quelqu'un qui n'a aucun don de voyance comme moi, si la personne utilise le mini-jeu, elle va donner l'impression d'avoir un don de médiumnité et un don de clairvoyance. L'interprétation devient tellement précise au travers du mini-jeu qu'on commence à ressembler à quelqu'un qui a un don de médiumnité. Alors, le tirage astrologique du tarot, une belle surprise que, que je n'attendais pas et qui s'est poursuivi dans les dernières années avec une collection de romans et non pas de livres pédagogiques, bien que, enfin, je vais vous donner quelques détails, mais officiellement des romans fantastiques qui se passent au Moyen Âge, au moment où on commence à inventer le tarot, où on commence à créer les symboles du tarot, où on commence à méditer sur les symboles du tarot et la philosophie du tarot. Et Chris Adler a écrit une suite, c'est en 4 volumes, donc Arcana, volume 1 à 4. Et les 4 volumes d'Arcana, c'est un roman, vous allez le lire comme un roman. C'est un roman, premièrement, qui est absolument fabuleux parce que c'est une histoire, vous savez, c'est un peu, je ne sais pas si je devrais dire Game of Thrones, mais peut-être un peu dans ce style-là du Trône de fer, avec une inspiration aussi du Seigneur des Anneaux et peut-être un peu de Harry Potter. En tous les cas, c'est difficile à expliquer, mais c'est un roman fantastique, mais très humain, avec des personnages extrêmement touchants auxquels on s'attache. Et la particularité de ce roman, enfin, il y en a deux. La première particularité, c'est que ce sont des romans qui veulent vraiment, vraiment faire entrer le lecteur dans la culture du Moyen Âge. Et donc, ils sont écrits avec des mots, une grammaire et des expressions de l'époque, du Moyen Âge. Alors, on lit au travers des dialogues et des descriptions, on, vraiment, on finit par être carrément plongé dans une autre culture, dans une autre époque, avec une langue et des mots qui parfois nous surprennent, très imagés, très, très, très intéressants. Alors, vous sortez de la lecture des 4 tomes d'Arcana avec vraiment l'impression d'avoir presque appris une nouvelle langue, l'ancien français, le français du Moyen Âge, qui est très beau, qui est très doux, qui est très intéressant. Mais en même temps, dans cette idée que Chris Adler voulait révéler la vraie culture du Moyen Âge, il veut aussi révéler la vraie culture dans laquelle les symboles du tarot ont commencé à émerger. Ce qui fait que de temps en temps, sur une page, on comprend une allusion au tarot, on commence à comprendre la naissance d'un symbole, on commence à comprendre le fondement philosophique d'une carte. Les personnages utilisent parfois les cartes. Et pour vraiment la première fois dans sa carrière, Cressadar a commencé à révéler ses recherches sur les arcanes mineures, sur les cartes mineures. Et donc, elles ressortent beaucoup dans les 4 tomes d'Arcana. Ce qui fait que non seulement il y a son œuvre entière qui a porté
presque exclusivement sur les arcanes majeures, mais là, tout d'un coup, on a enfin un voile qui se lève sur la symbolique possible que l'on peut apporter aux arcanes mineures. Alors, c'est comme si c'était un roman d'aventure, un roman fantastique. C'est le plaisir de lire un roman écrit dans la langue du Moyen Âge et d'y apprendre quelques trucs intéressants sur le tarot. Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Je vous les recommande chaudement, ces ouvrages d'Arcana. Euh, Moi, je voulais vous faire cette vidéo qui est à la fois une vidéo hommage. Encore une fois, merci Chris pour tout ce que tu m'as apporté. Tu es un grand homme avec une âme incroyable, un cœur incroyable. Sans toi, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je sais que je ne suis pas le seul parce que tu as formé des centaines et des milliers d'étudiants à ton école de Montréal et au travers de tes livres et on te doit beaucoup. On te doit beaucoup. Donc, merci. Merci pour ça. Et merci pour cette amitié qui continue parce que je suis toujours content de pouvoir discuter avec toi. Merci pour cette, en quelque part, collaboration qui continue de se faire même après 20 ans parce que bien que j'ai personnalisé certaines pratiques du tarot, ben, je te cite régulièrement et j'utilise encore régulièrement des éléments qui viennent de tes enseignements. C'est inépuisable, les connaissances qui viennent de tes enseignements. Et aussi, ben, pour vous qui m'écoutez actuellement, j'espère que je vous ai fait comprendre jusqu'à quel point cet homme est un homme important dans l'histoire du tarot, comment son œuvre est majeure. Et j'espère vous avoir donné le goût de trouver ces livres, soit dans ceux qui sont encore édités aujourd'hui, dans le neuf, mais aussi les autres dans le marché d'occasion, parce que, à mon avis, la bibliothèque d'un tarologue devrait inclure la totalité des livres que je vous ai montrés. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût de les lire. J'espère que je vous ai montré ce qu'il m'a apporté et qu'est-ce que son œuvre peut vous apporter à vous aujourd'hui. Et je vais conclure en disant une chose. Je ne veux pas m'avancer et révéler des éléments qui ne sont pas encore officiels, mais si les dieux nous sont favorables, si les dieux nous sont favorables, je nous souhaite à chacun d'entre nous de pouvoir découvrir publiquement un ensemble de recherches immenses qu'a fait Cressadar et qui n'ont pas encore vu le jour. Voilà le souhait que je fais pour moi, pour vous, pour tout le monde. Je souhaite que les dieux nous soient favorables et que l'on puisse découvrir les immenses recherches que Chris a fait et qui, à cause d'un problème de santé, n'ont malheureusement jamais vu le jour. Chris Hadar, chapeau, merci, bon anniversaire et au plaisir de se reparler.